petite heure d'avant. Déjà pour la conf, elle était top, mais en plus, pour me laisser un petit peu de marge, donc je vais être un peu moins speed. Donc ça, c'est cool. Moi, je vais vous parler de bananes connectées. En fait, je vais vous parler d'ampoules connectées. Je m'appelle Paul Pinault, AULT. Et je travaille pour à la fois Ayrton, qui est une société qui fait un studio de développement produit. Voilà, on fabrique ce genre de produits-là ou autres. Et puis aussi à mon compte avec des M91. C'est pour ça que j'ai un peu les deux logos. Et donc je vais vous parler de ces petites bêtes-là, ces petites ampoules sous un aspect sécurité. Et truc presque original aujourd'hui, c'est que je ne vais pas vous parler de failles à l'intérieur, mais je vais plutôt vous parler de comment c'est plutôt bien gaulé. Et pourquoi c'est important que ce soit vraiment bien gaulé, ces ampoules? C'est parce qu'en fait, ces petites ampoules-là, il y en a 300 millions, grosso modo, qui sont vendues par an, que ça représente un petit business de 2,5 milliards en 2024, que ça a une durée de vie qui est quand même relativement longue, et donc 300 millions d'ampoules multipliées par un certain nombre d'années, ça commence à faire des milliards d'ampoules. Et sur ce marché-là, il y a 60% du marché mondial qui sont des ampoules Wi-Fi, qui sont celles qu'on va regarder, le reste étant plutôt des ampoules Zigbee. Et donc, là-dedans, la sécurité, c'est quelque chose d'important. Imaginez que ce réseau d'ampoules, 1,5 milliard d'ampoules qui soient hackées, pour faire un DDoS, ça peut être un truc plutôt sympatoche. Donc, ça devient quelque chose qui est quand même assez fort. Si moi, je dev une petite ampoule connectée le week-end, comme ça, pour m'amuser, grosso modo, le code, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'une ampoule connectée, ça fait 40 lignes. Et là, on passe sur l'effet démo. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous n'allez peut-être pas voir mon écran, mais attention, j'envoie une commande curl à mon ampoule. Ah, mais si j'envoie de s'éteindre, ça n'a pas marché aussi. Et là, l'ampoule s'allume. Ouais, c'est quand même. Et attention, l'ampoule s'éteint. Ok ? On peut aussi... Oh, merci. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est écrire un code d'une ampoule, c'est un truc plutôt simple. 40 lignes, vous voyez, pour faire ça. Globalement, on peut tous s'amuser à en faire, mais là, vous vous doutez bien qu'au niveau sécurité, j'ai pas fait grand-chose. Mais moi, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a outre les 40 lignes que j'ai écrites ici. Et pour ça, il faut faire une petite opération à cœur ouvert. Il va falloir être... faire attention, voilà, utiliser des outils de précision comme une bonne disqueuse Dremel pour arriver à sortir l'élément qui est important et qui est ce que j'ai ici dans la main. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est des trucs en plastoc, donc au moins on se blesse pas, ça c'est plutôt cool par rapport aux ampoules d'avant. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ça? On va trouver, et je n'ai pas fait partir mon chrono, on va trouver le petit composant que vous avez là, donc il y a un ESP32, et on va trouver grosso modo pas grand chose d'autre en fait, parce qu'on a une petite ligne RF qui est sur le côté. Et on va avoir deux oscillateurs, un qui sert à être l'horloge du microcontrôleur, et puis l'autre qui est une RTC. Alors ça, c'est déjà une première question qui est intéressante. Une RTC, c'est une real-time clock, et ça permet de conserver l'heure et la date. Moi, j'ai une ampoule, je fais on, elle s'allume, je fais off, elle s'éteint. What the fuck, pourquoi est-ce qu'on m'a mis une RTC? Bon, intéressant. On va regarder un peu ce que c'est que cette ESP32, pour se dire quand même, c'est quoi qui tourne et qui fait marcher notre ampoule. Et on se rend compte qu'on a un système qui coûte pas cher. Alors là, j'ai mis $1,50, c'est le prix auquel on va l'avoir en public. Vous en achetez 300 millions en général en dessous d'$1. Ça fait tourner du Wi-Fi, ça fait tourner du BLE. Donc au niveau radio, on a des trucs qui sont plutôt pas mal. Ça a 2 cœurs, ça tourne à 200 MIPS. Ça a 448 K de ROM, ça a 524 de RAM, ça a 4 mégas de flash. En gros, ce truc-là, c'est largement plus puissant que mon premier ordinateur et c'est même à peu près plus puissant que le premier PC que j'ai eu. Donc assez intéressant pour $1,50. Mais quelque part, ça pourrait sembler un peu overkill. Et entre autres, c'est 4 mégas de flash pour faire tenir mes 40 lignes de code. Mais avant de passer à ça, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est les eFuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un eFuse. Disons que si vous avez une console Nintendo, avec un peu de chance, vous en avez entendu parler, parce que c'est un truc qui vous empêche de faire des downgrades de version. Et c'est un concept assez intéressant quand on a un développeur, parce qu'en fait, c'est une mémoire dans laquelle on va pouvoir écrire une valeur, qu'ensuite on ne pourra plus jamais lire et qu'on ne pourra plus jamais réécrire. Concept. En fait, on va voir que ça peut être assez intéressant, mais je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc moi, mon point, c'est de dire, ok, soit les mecs, ils sont complètement neuneux, c'est-à-dire qu'ils font 300 millions d'unités d'un produit pour lequel il y a besoin d'écrire 40 lignes de code, donc quelques kilo-octets pour schématiser un peu le truc, et ils ont mis 4 mégas de flash. Donc, soit ils ont plein de dollars à dépenser
en mettant trop de flash, soit moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Voilà. Alors, comme quand même, ils en font beaucoup et qui sont pas neuneux, a priori, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris jusque-là. Et ce truc que j'ai pas compris, ou en tout cas que j'ai oublié, c'est le S de IoT pour ceux qui ont la ref. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Alors, la sécurité, quand on parle d'objets, ça s'appuie déjà sur des normes. Et il y en a une que vous connaissez sans doute, c'est le China Export. Le CE, qui à la base est plutôt une règle qui s'applique à de la sécurité au sens électrique, au sens radio. En gros, ça vous dit que quand vous allez brancher l'ampoule au plafond, vous n'allez pas prendre une grosse châtaigne, normalement les choses doivent bien se passer. Donc d'un point de vue sécurité cyber, jusque-là, pas grand-chose. Sauf que, depuis août 2025, il y a ce qu'on appelle la RED qui est rentrée en vigueur, qui est une extension de la CE, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas l'EN 18031, aussi appelé RED, vous ne pouvez pas mettre votre tampon CE. Sinon, c'est juste un tampon de China Export. Et donc ça, c'est assez important parce que la RED, elle nous amène un certain nombre de choses. Par exemple, elle nous dit que les systèmes, ils doivent être mis à jour. Truc un peu de base, mais objectivement, quand on voit un peu le cimetière de l'IoT, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui était mis à jour jusque-là. Elle nous dit que les mises à jour doivent être sécurisées, ça c'est important, c'est-à-dire que vous devez mettre une mise à jour, mais il n'y a que la mise à jour du constructeur qui doit pouvoir être mise dessus. Toutes les communications doivent être chiffrées. On enfonce des portes ouvertes en 2026, mais en fait pas forcément. Les données personnelles doivent être chiffrées à trust et nettoyées. Ça aussi, ça paraît être une évidence quand on est dans le mode du software, mais dans le monde de l'IoT, ça reste un peu nouveau. Et ça veut dire que mon ampoule, qui, puisqu'elle est Wi-Fi, connaît ma clé WPA, par exemple, cette clé WPA doit être chiffrée. Si je la jette à la poubelle, mon ampoule, il n'y a pas quelqu'un qui doit pouvoir reprendre cette ampoule, la démonter, extraire le petit circuit et récupérer mon SSID et ma clé WPA. Donc ça, c'est ce que dit la RED. Et puis, il n'y a plus de mot de passe par défaut. Et ça, c'est peut-être le truc que vous avez vu en achetant un nouvel équipement. Le premier truc qu'il vous demande, c'est de créer un mot de passe, alors que par le passé, la doc vous disait c'est admin et password. Et c'était, entre guillemets, beaucoup plus simple, mais quand même un peu pas terrible. Ça, c'était la couche 1 de la cyber dans les objets. La couche 2 qui est en train d'arriver, vous en avez dû en entendre parler ici, je pense, c'est le CRA, le Cyber Resilience Act, qui s'applique de façon générale à tout ce qui est connecté à Internet, mais qui s'applique aussi à nos ampoules. Et là, on change un petit peu de paradigme, parce que si vous êtes RED compliant, vous n'avez pas le droit de vendre le produit sur le territoire européen. Mais entre guillemets, ça s'arrête là. Ça coûte un peu, mais c'est quand même encore raisonnable. Par contre, le CRA, il vous dit un truc très simple, c'est si vous ne respectez pas les règles du CRA, c'est 2,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou 15 millions d'euros. Donc ça commence à être un petit peu plus dissuasif, et surtout que, du coup, ça impacte celui qui distribue sur le territoire européen, et pas uniquement celui qui l'a fabriqué. Parce que ce sera peut-être un peu dur d'aller poursuivre les Chinois pour récupérer ces 2,5% de leur CA, mais par contre, celui qui a distribué en Europe, il est concerné. Donc là, il y a un truc nouveau dans le CRA qui est de suivre les vulnérabilités. C'est-à-dire que c'est plus uniquement il faut que je mette mon système à jour parce que j'ai envie de faire une évolution fonctionnelle, c'est en fait parce qu'il y a une CVE qui vient de sortir et que ça peut impacter mon ampoule, j'ai une obligation légale de diffuser un patch de sécurité. Et donc ça veut dire qu'il va falloir quand même vachement industrialiser la distribution des patchs, entre autres des patchs de sécurité. Pour ça, il faut maîtriser sa SBOM, il faut détecter, mettre à jour, communiquer. Et là, par contre, vous savez, tout l'écosystème en PLS, c'est qu'il faut faire ça pendant 10 ans. Donc cette ampoule, il y a deux solutions, soit elle va être mise à jour pendant 10 ans, soit elle aura une obsolescence programmée pour disparaître et ne plus fonctionner au bout de 3 ans. On verra. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue technique? Ça nous dit qu'on doit être secure by design, by default, grosso modo, mais avec surtout des signatures de firmware. Donc là, je dois être vraiment certain que quand j'envoie un firmware, c'est bien celui que je suis censé envoyer et celui que j'intègre est bien fourni par celui qui est propriétaire, fabricant de la lampe. Que je dois gérer des identités, ce qui nous amène un peu à gérer les PKI, que je dois empêcher toute modification du système par un tiers, que je dois fermer tous les accès et qu'il doit y avoir du pen testing qui s'est fait. Si vous êtes expert du CRA, vous aurez plein de choses à dire sur ce que je viens de dire, mais en résumé, pour faire simple, ça revient à des choses un peu comme ça. Et ça s'applique à tout produit numérique connecté à Internet directement ou indirectement. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que mon ampoule, là, elle est Wi-Fi, donc on peut dire elle est directement connectée à Internet, même si en vrai, elle est connectée dans mon réseau local qui lui-même est connecté à Internet. Mais là, on est directement connecté. Si je prends ma montre connectée, elle n'est pas du tout connectée à Internet. A priori, elle n'a pas d'adresse IP en soi. Elle est connectée en Bluetooth à mon téléphone. Ça, c'est une connexion indirecte à Internet. Donc ma montre connectée est considérée dans le cadre du CRA. Alors après, sur certains objets, sur des réseaux bas débit, il y a tellement d'indirections qu'il y a une espèce de flou et on se pose des questions.
Aujourd'hui, on se pose encore pas mal de questions sur le périmètre exact, mais on va dire que par défaut, on considère que tout ce qui envoie à un moment des données sur Internet est considéré. Bon, là-dessus, on a un cadre assez complexe d'un point de vue légal et sécurité qui se met en place, qui est plutôt une bonne chose. Et face à ça, on a des constructeurs d'IoT qui, en général, sont un peu à l'ouest sur la sécurité. On va dire que c'est YOLO depuis 20 ans, donc la transition n'est pas évidente. Et donc, il y a des gens qui ont mis des plateformes en place. Je vais vous en citer une qui n'est pas celle utilisée pour des aimants dont je vais vous parler, mais par exemple qui est Tuya, qui est un écosystème chinois et qui, en gros, va permettre à quelqu'un qui est un fabricant d'ampoules d'intégrer à l'intérieur tout l'écosystème Tuya et d'avoir toute la couche de sécurité qui est déjà plutôt bien intégrée et standardisée. Et vous allez voir pourquoi et comprendre pourquoi c'est important. Pour moi, ce qui est important aussi en slide, c'est de dire que la sécurité, c'est pas que du firmware à l'intérieur de l'ampoule. En fait, c'est vraiment l'écosystème global dans lequel on a des objets connectés, dans lequel on a des gateways potentiellement quand on a des ruptures de protocole, dans lequel on a un cloud, dans lequel on a des applications mobiles et ainsi de suite. Et que la sécurité, en fait, c'est l'ensemble de tout ça. Et quand en général je fais cette conf plutôt auprès de développeurs, je leur dis qu'en fait 98% du code qui fait tourner cette ampoule, il n'est pas dans l'ampoule en fait, il est dans tout cet écosystème-là, et ça c'est globalement important. Bon, mais revenons à notre petite ampoule et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et donc pour ça on va passer sur l'envers du décor. Donc je vais retourner mon PCB. Derrière mon PCB, eh bien j'ai un certain nombre de pinoches qui me permettent normalement de programmer le système quand je suis en usine, puisque bien sûr une fois que c'est dans l'ampoule on ne fait pas grand chose. Mais dans ces pins il y en a qui peuvent être intéressantes. Donc on a l'alimentation, le reset, mais on a un RxTX qui va m'intéresser parce que là, du coup, question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des choses à voir sur cette console qui est accessible? Et là, coup de chance parce que sinon le talk n'aurait pas été très intéressant. Il y a plein de choses qui s'affichent. C'est pas un trou de sécurité en soi, mais en tout cas, c'est intéressant en termes de reverse. Donc quand on démarre cet objet-là, j'ai dit on a un ESP32 et sur un ESP32, on a une espèce de BIOS qui démarre au démarrage, qui a un level 1, donc vraiment comme le PC à l'époque, pour ceux qui voient avec le compteur de RAM et tout, qui vous dit si tout va bien, et il n'y a absolument rien d'intéressant sur cette partie-là. Donc on va passer directement à la partie 2, le level 2, qui correspond en gros, si je fais un lien, à une espèce de grub qui démarrerait et qui ensuite permet de démarrer mon application. Donc ce level 2 il nous apprend 2-3 trucs intéressants. On se base sur un ESP-IDF qui est l'environnement de développement ESP. Sauf que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il a été bien tuné quand même, l'environnement de développement. Mais outre cet aspect-là, pour l'instant, rien de passionnant. Mais ça nous permet quand même de voir un peu comment ça marche à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il y avait 448 K de ROM et je vous ai dit qu'il y avait 4 mégas de flash. Donc, si je reprends mon système, en fait, mon boot level 1, il est dans la ROM, donc c'est pas quelque chose qui va pouvoir être modifié. Et son objectif à lui, c'est de faire le lien vers un boot level 2 qui lui est en flash. Donc j'ai un ESP-IDF, mais j'aurais pu avoir un Zephyr, j'aurais pu avoir quelque chose d'autre en fait qui fait démarrer mon système. Alors 448K pour mettre un boot level 1, ça fait quand même de la place, donc il en restait. Et donc ESP a mis d'autres choses dans sa ROM, entre autres un certain nombre de librairies, donc des trucs un peu couche basse. On va trouver des choses pour gérer les composants internes, Wi-Fi, BLE, ce genre de choses. Mais on va aussi trouver la libc. Et ça c'est intéressant parce que ça permet d'éviter de se traîner la libc dans la partie app, puisqu'a priori tout le monde va l'utiliser. Petit problème qu'on peut avoir d'un point de vue sécu là-dessus, c'est comme c'est de la ROM, ça se met jamais à jour. Donc si jamais il y a un bug dans la libc qui apparaît, il va falloir que je ne me serve plus de cette libc-là et je vais me retraîner la libc dans l'app. Donc il faut faire attention en taille de firmware, il faut un peu de marge pour le cas où, parce qu'on ne pourra pas aller le modifier. Bon, ça c'est le premier niveau de ce qu'on fait. On va continuer à dérouler notre boot level 2 et là on arrive au chargement des partitions. Donc un peu comme quand on boot notre Linux où ça nous dit qu'on a booté SDA1 sur slash et ainsi de suite. Donc là je vais vous mettre ça en version un petit peu plus lisible et résumée. Pas la partie détaillée, vous avez suivi, on a un bel écran pour une fois, mais plutôt le résumé qui est là. Et là, j'apprends un truc intéressant, c'est qu'en fait, au niveau de ma mémoire, bon, la plupart est utilisée pour les applications, ce qui est plutôt logique, mais il y a 2 zones pour les applications. Donc en fait, j'ai pas 4 mégas de flash. Déjà, en fait, j'ai 2 fois 2 mégas de flash, grosso modo. Et il y a une autre zone qui m'intéresse, elle s'appelle HSM. Bon, normalement, ça doit tous nous évoquer un petit truc. A priori, ce serait peut-être pas mal pour stocker des données un peu confidentielles. On verra comment ça marche. Puis après, on a d'autres zones qui sont plus standards et je ne vais pas rentrer dans les détails. On va regarder ce qui se passe sur cette zone application et pourquoi on en a 2. La raison pour laquelle on en a 2, c'est pour faire la mise à jour firmware. En fait, notre problème, à nous, quand on est sur un microcontrôleur, c'est qu'il n'est pas question de se dire « Ah bah tiens,
j'ai une mise à jour de mon système, je vais la descendre sur ma partition et puis ensuite je vais mettre à jour ma partition avec ça. Parce que je ne sais pas si l'expérience, si vous avez un Mac par exemple qui a quelques années, c'est cool, il y a toujours des mises à jour. Par contre, moi à chaque fois que je fais une mise à jour, il me dit vous n'avez pas assez d'espace pour qu'elle passe, il va falloir faire du ménage. Et je passe à peu près une demi-heure à essayer de supprimer des fichiers pour pouvoir faire la mise à jour. Bon, l'ampoule avec ses petites mains a un petit peu de mal à enlever ses propres fichiers. Donc si on veut être à peu près tranquille, on lui réserve une zone dans laquelle on est sûr que la mise à jour va passer. Donc ça, c'est un système banque A, banque B. Donc le principe qu'on va avoir, c'est que quand une mise à jour doit être faite, elle est téléchargée dans la banque qui n'est pas actuellement utilisée, et comme ça, on est sûr d'avoir la place. Donc, ça a un autre avantage, c'est que ça nous permet de faire du rollback. C'est si jamais ce que j'ai mis dans ma nouvelle banque, ça démarre pas, bah, je peux toujours redémarrer sur l'autre. Parce que pareil, votre ampoule, elle s'allume plus parce qu'elle a été briquée sur une mise à jour. Vous n'allez pas l'ouvrir, la flasher, mettre des coups de Dremel et puis à la fin du scotch pour que ça fonctionne. Donc il va falloir que le truc il soit à peu près résilient. Donc ça c'est le premier truc. Comment ça fonctionne cette mise à jour? Donc je l'ai dit, on est sur la banque A. On a notre système qui démarre, il se connecte au cloud, il se rend compte qu'il y a une mise à jour, il la télécharge dans sa banque B. Donc ça il la charge. Mais comme on a dit, il faut que cette mise à jour elle soit sécurisée. Donc il va falloir qu'il vérifie que le code qui est reçu, il a bien été fourni par celui qui a créé l'ampoule. Donc pour ça, on a un système de clé publique, clé privée. Mon ampoule, elle connaît la clé publique de signature de celui qui génère les firmware. Le firmware est signé avec la clé privée de celui qui a généré. L'ampoule le reçoit, elle charge les données, elle fait un calcul de signature, elle vérifie que ça matche bien avec la clé publique. Si c'est OK, elle peut rebooter et appliquer la mise à jour. Quand on reboot, on a un bootloader. Mais là, je peux être super malin, genre, une fois que c'est écrit dans la flash, moi je vais venir modifier le firmware, et du coup, comme la signature a été vérifiée au moment du téléchargement, tranquille. Bon, sauf qu'en fait, le bootloader, lui, il est sécurisé aussi, et donc lui aussi va revérifier une signature. Pas forcément la même signature avec les mêmes mécanismes, mais il va vérifier la signature pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui ait altéré le firmware quand l'ampoule était éteinte. Donc, une fois qu'on a fait ces vérifications-là, on est sûr que le firmware qu'on va démarrer, il n'a pas été altéré. Donc, on boot dessus. Lui, il va démarrer. Si au bout d'un certain temps, tout s'est bien passé, l'ampoule, elle fonctionne et il n'y a pas de problème, on n'a pas rebooté, eh ben, on va venir écraser la banque A en venant mettre le firmware qui est en banque B dessus. Ça nous fait un backup. Donc, comme ça, on a un système de RAID un petit peu de sécurité. Alors, pourquoi je vous donne tous ces détails? C'est que je vous ai parlé de mes 40 lignes de code au départ pour allumer et éteindre ma lampe. Là, juste essayez d'imaginer le nombre de lignes de code qu'il faut écrire pour ce que je viens de vous décrire. Voilà. Donc là, on est plutôt dans les 40 000 que dans les 40. Voilà. Donc déjà, finalement, notre ampoule, on peut dire à ce stade, avant tout, c'est un système de mise à jour de firmware. Si je regarde le code et que j'analyse les cliages, je fais que ça sert à quoi ce code? Elle me dit, c'est un code qui sert à mettre à jour un firmware, globalement, parce que le reste, 40 lignes, on oublie. OK. On va continuer notre boot level 2, et à la fin, ça se termine par ça, checking flash encryption, et flash encrypted is enabled. Donc en fait, il y a un truc qui est intéressant, là, il me dit que les partitions, en plus, elles sont chiffrées. Et ça, je ne vous l'ai pas montré parce que je n'ai pas mis toutes les lignes, mais nos deux petites zones application et HSM sont des partitions chiffrées. Alors ça me rassure pour HSM, parce qu'on s'était dit que c'était un truc un peu... Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a chiffré les applications? Si je veux être sûr que personne ne modifie le code de l'application, le mieux en fait c'est qu'elle soit chiffrée, parce que du coup je ne peux pas faire grand-chose. Ce qui est intéressant en chiffrement, c'est qu'il s'appuie sur du hardware. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une librairie de chiffrement qui est dans mon firmware. En fait, c'est du chiffrement hardware qui est dans la puce. Et en fait, la puce, elle va chiffrer des chiffres à la volée. Donc en vrai, la clé de chiffrement, on ne la connaît pas. Elle a été générée en random quand on a flashé le device. Elle est stockée dans les ifuse, donc on ne peut pas les lire ni les écrire. C'est un one-shot. Et à partir de ce moment-là, toutes les écritures en flash, donc quand je mets mon firmware, c'est écrit en flash, elle va être chiffrée à la volée. Et quand mon processeur il va exécuter le code, ça va être déchiffré à la volée. Voilà. Et ce qui fait que si je lis la flash à n'importe quel moment, je ne pourrai absolument pas voir les données qui sont dedans. Et la clé, sauf attaque très spécifique sur les ifuse, la clé n'est pas accessible. Donc du coup, on ne peut pas le déchiffrer, en tout cas d'un point de vue software. Donc ça, c'est vraiment du hardware qui est intégré dans le processeur et qui permet de gérer la sécurité. Pas trop de lignes de code pour le coup pour faire ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ok, on a un peu fait le tour sur ces éléments-là. Maintenant, je me dis, est-ce que je pourrais pas, moi, changer le firmware? Est-ce qu'il y a des protections qui m'empêchent de changer le firmware? Parce qu'en plus, si je veux changer le firmware, c'est quand même assez destructif sur l'ampoule. Donc, peut-être qu'ils m'ont laissé cette porte ouverte. Et là, c'est intéressant de se rendre compte que, en fait, on va pas pouvoir
parce que les deux ports qui peuvent être utilisés, c'est-à-dire le port série qui permet d'envoyer un firmware via le bootloader, ou même le port JTAG qui est de plus bas niveau pour envoyer des données sur le système, ces deux ports, en fait, ils ont été loqués. Donc pareil, hein, c'est des protections qui sont dans le processeur et sont sans doute et peut-être à câble, mais de base, c'est fermé. Donc ça veut dire que l'ampoule, elle est arrivée en usine, on lui a injecté via ces ports-là un premier firmware, ensuite on a fermé tous les ports, et ensuite les seules mises à jour possibles, elles se font over the air. Si j'envoie un firmware et que je brique l'ampoule, elle est morte. Voilà. Donc c'est assez sensible le procédé de mise à jour des ampoules, parce que si vous envoyez une mise à jour qui ne le fait pas bien, eh ben, globalement, tout votre pack d'ampoules peut être acheté à la poubelle. C'est pas très pratique d'expliquer ça à vos clients. Donc si on ne peut pas faire grand-chose avec ces périphériques-là, on va s'intéresser aux autres périphériques. Et il y a le périphérique BLE qui m'intéresse, qui est un périphérique qui est utilisé entre autres pour la configuration initiale. En fait, c'est le seul moment où on va s'en servir. C'est pour configurer, pour appairer, pour dire que cette ampoule est la mienne et que c'est moi qui ai le droit de la contrôler. Et le pairing en objet connecté, ça peut se faire de plein de façons différentes. Alors, le truc un peu ancien ou que j'aurais fait si j'avais voulu faire l'appairage de mes 40 lignes de code, j'aurais pu mettre mon ampoule en mode access point. Comme ça, elle ouvre une adresse IP, je peux me connecter dessus et rentrer les settings dedans. Bon, c'est pas très user-friendly, on va bien se le dire, mais surtout, c'est pas du tout RED compliant. Parce que ouvrir un point d'accès sur mon ampoule, je vais avoir du mal à gérer le certificat correctement sur mon réseau local que j'ai créé. Donc, je suis pas en HTTPS propre. Je vais pas mettre de WPA parce que c'est chiant à configurer. Je vais mettre un mot de passe en dur parce que c'est quand même plus simple et que c'est un one-shot. Et donc, tout ça, en fait, c'est aujourd'hui absolument interdit. Donc, deuxième approche, le PIN code qui permet de prouver que cette ampoule est bien à moi. C'est celui que vous connaissez quand vous êtes dans votre voiture, que vous appairez le téléphone, que sur l'écran il y a écrit, il faut taper 1, 2, 3, 4, 5, 6 en général, pour bien dire que c'est votre voiture et votre téléphone et pas celui qui passe dans la rue à côté. Alors sur les ampoules, les gars y ont pensé, il y avait la possibilité de mettre des LCD à l'intérieur de l'ampoule, vous comprenez, ça coûtait trop cher, donc pas très intéressant. Après ils se sont dit on va peut-être faire du Morse, mais pareil, les utilisateurs n'étaient pas prêts. Donc, ils en sont arrivés à un mode de pairing BLE qui est un petit peu plus inhabituel. Ce n'est pas les modes de pairing standard, mais qui fonctionnent plutôt bien. Et grosso modo, le système est le suivant. En fait, notre device, la première fois qu'on va le mettre sous tension, il va faire un beaconing. Donc, il va diffuser je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a notre smartphone avec l'application qui va scanner ça et qui va dire oh, j'aimerais bien m'appairer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il va demander au cloud. Donc c'est intéressant parce qu'on voit un cloud qui apparaît là et qui sera assez important dans tous les échanges qu'on va avoir par la suite. Et donc il dit bah, j'aimerais bien m'appairer avec un 3, 4, 5, 6. Le cloud lui dit écoute ça se passe bien parce qu'un 3, 4, 5, 6 il n'est pas appairé avec qui que ce soit. Donc du coup le smartphone peut contacter le device en lui disant écoute je veux m'appairer avec toi et voilà ta config Wi-Fi. Donc en fait on va envoyer le SSID et la clé WPA à l'ampoule via le Bluetooth. Et donc là, il va falloir qu'on ait un protocole qui est sécurisé, chiffré, en l'occurrence c'est le cas, mais qui n'est pas un protocole connecté. Donc là, on se rend compte que sur ces ampoules, il y a du custom qui a été développé pour faire tout ça, et c'est plutôt bien fait. Et derrière, l'ampoule va dire au cloud, une fois qu'elle peut se connecter, j'aimerais bien me commissionner avec ce smartphone, ça tombe bien, et voilà ta configuration, c'est-à-dire tu es une ampoule, tu es éteinte, par exemple, par défaut, et donc l'ampoule va s'éteindre. Le point important derrière, c'est qu'en fait, même si on a du Bluetooth, c'est donc une communication locale, en vrai, on n'aura jamais de communication Bluetooth entre le smartphone et l'ampoule pour l'allumer ou pour l'éteindre. On aura toujours une communication par le cloud. C'est-à-dire que je vais toujours avoir mon téléphone qui va dire au cloud « j'aimerais que l'ampoule s'allume » et le cloud qui redescend un ordre sur l'ampoule pour lui dire « allume-toi ». Ça, c'est important parce que ça va assurer que si 12 personnes dans la maison ouvrent l'application pour savoir l'état de l'ampoule, eh bien, ils voient la même chose. Parce que sinon, on pourrait avoir, si je communique directement avec l'ampoule et que le réseau est coupé à ce moment-là, on va avoir des états qui sont différents. Et du coup, vous allez me dire, mais s'il n'y a plus de réseau, l'ampoule, elle ne marche pas. Je vous rassure, on a toujours des interrupteurs et normalement, une ampoule, quand on met le jus la première fois, elle s'allume. Donc, ça marche un peu comme une ampoule classique. Ce que j'ai trouvé super intéressant sur le BLE, c'est surtout la suite. C'est qu'en fait, le BLE, c'est pas uniquement pour l'appairage. En fait, il se trouve que dans l'écosystème des ampoules, il y a aussi des télécommandes. Et là, on peut se dire, bah, la télécommande, en fait, elle envoie un message à l'ampoule pour s'allumer, ou alors, voilà. Mais je vous ai dit, en fait, on ne peut pas faire ça. Parce que si la télécommande envoie un message sur l'ampoule pour l'allumer, que mon Internet est pété, et que moi qui suis pas chez moi, je regarde l'état, je ne verrai pas le bon état pour mon ampoule. Donc, ça ne marche pas.
En fait, le principe, c'est là où ça devient un petit peu sioux, c'est intéressant, c'est que quand j'appuie sur ma télécommande, en fait, ça envoie un message BLE à l'ampoule, mais pas pour commander l'ampoule. Ce message BLE, il va être encapsulé dans une trame IP pour être envoyé sur le cloud. Et le cloud va dire à l'ampoule, maintenant tu t'allumes. Et comme ça, on a une direction. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que mon ampoule, c'est pas seulement une ampoule connectée, c'est aussi un bridge BLE vers Internet. Et d'ailleurs, ça a du sens parce que ma télécommande, il faut la mettre à jour. CRA, RAID, tout ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'elle reçoive des updates. Et ces updates, c'est galère s'il faut que je les passe avec mon téléphone. Et cette télécommande, elle n'a pas de Wi-Fi parce que sinon, les piles, ça durerait une demi-heure. Elle est que BLE. Donc, en fait, quand ma télécommande se met à jour, en fait, la mise à jour passe par l'ampoule. Donc, notre ampoule est un hub. Donc, si je demande à l'IA, parce que là, on a 100 000 lignes de code, hein, si je continue dans mes échelles. Donc, si je demande à l'IA, c'est quoi le code de ces ampoules, elle me dit, écoute, a priori, ce truc-là est un bridge BLE vers IP et avec des mécanismes de mise à jour assez optimisés, quoi. Voilà. Et puis, je sais pas, ça a l'air d'allumer une LED de temps en temps. Voilà, grosso modo. Donc, on est sur un truc un petit peu complexe, intéressant, là-dessus. Bon, maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau échange avec le cloud. Et là, l'idée, c'est on va faire du man in the middle. Hein, donc, l'ampoule, on va lui mettre un petit MITM proxy au milieu. Et puis, on va voir ce qui se passe. Avec un peu de chance, si c'est mal codé, elle va accepter mon certificat. On verra plein de trucs. Sauf que, autant l'application mobile, elle, c'était facile sur mon téléphone d'injecter un certificat, de truster ce certificat et de voir les échanges avec le cloud. Même si, sur l'application mobile, il y a tout un tas d'échanges qui sont critiques, qui n'étaient pas visibles. C'est-à-dire que même au niveau application mobile, il y avait une surcouche qui fait que le man in the middle ne marchait pas sur toutes les communications un peu sensibles, comme par exemple le transfert du WPA. Sur l'ampoule, par contre, rien. C'est-à-dire que l'ampoule, elle a dit non, ton certificat, t'es mignon mon gars, mais il sent la banane, donc j'en veux pas. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'ampoule gère la chaîne des certificats. Elle gère aussi la mise à jour des certificats. Parce que du coup, comme elle a vu mon certificat un peu pourri, elle s'est dit, lui, c'est soit il est pas bon, il essaye de m'arnaquer, soit peut-être qu'en fait, c'est que je connais pas le route CA qui va avec. Donc, elle se met à jour. Donc, elle gère ça. Et du coup, on le voit parce qu'elle télécharge les bundles de certificats. Alors là, on fait le petit lien. Je vous ai dit, tiens, il y a une RTC. C'est bizarre qu'ils aient mis une RTC sur une ampoule. La RTC, elle permet de connaître une date, une heure et de la maintenir. En fait, c'est nécessaire à partir du moment où on gère des certificats. Il faut qu'on connaisse leur expiration. Donc, du coup, on a besoin de ce petit chip qui gère les RTC. Bon, avec cette partie man in the middle, on identifie quand même 2-3 trucs qui permettent de comprendre aussi comment marche l'ampoule. Donc, en fait, l'ampoule, quand je la mets sous tension, elle démarre. Et là, elle fait un test de connectivité sur un serveur qui sert qu'à ça. En gros, c'est un truc, l'ampoule dit coucou, ça lui répond coucou. Donc là, elle fait « Ah, c'est cool, j'ai accès à Internet ». Donc maintenant que je sais que j'ai accès à Internet, je vais me connecter à des NTP serveurs. Comme ça, je récupère la date et l'heure. Et puis ensuite, avec mes RTC, je pourrai la maintenir correctement. Et puis ensuite, une fois qu'elle connaît la date et l'heure, elle peut valider est-ce que mes bundles de certificats ils sont bons ou pas. S'ils sont bons, à la limite, elle continue. Si elle détecte un problème, soit parce que j'ai injecté un truc qui ne va pas, soit parce qu'il y a une expiration, elle va aller sur un content manager où elle va récupérer un bundle de certificats. Ce bundle de certificats, j'ai essayé aussi d'injecter des trucs dedans, il est signé, et donc du coup, même s'il est en clair, ce qui n'est pas gênant pour un bundle de certificats, il n'est pas modifiable sans connaître les clés privées de l'éditeur. Et enfin, une fois que tout ça est validé, qu'on a toutes les infos, l'ampoule est capable de se connecter à un broker sur lequel elle va échanger sur ces informations. Si on regarde de façon un peu plus globale l'architecture, ça c'est ce qu'on réussit à voir avec le mix des infos qui viennent de l'application et de l'ampoule, on voit que d'un point de vue architecture, le système est basé sur un broker, c'est les parties en vert sur mon schéma, qui est un cluster en fait, et c'est pas vraiment genre un broker type MQTT parce que c'est pas un truc qui est transparent. En vrai, il y a à l'intérieur un aspect fonctionnel qui va être traité. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une communication type WebSocket qui fait qu'il y a un lien direct entre le smartphone et l'ampoule, enfin direct avec très faible latence, qui fait que quand j'appuie sur On sur mon ampoule, elle s'allume pratiquement immédiatement. Voilà. Et après, le côté cluster, c'est parce qu'il faut gérer 300 millions d'ampoules, donc c'est un peu mieux d'être scalable. Globalement. Le truc qui est assez intéressant, c'est la partie en jaune qui correspond à ce que je vous ai dit, c'est tout ce qui est device twin, c'est-à-dire l'image et la représentation de mon ampoule qui va être mis à jour. Et donc en fait, à chaque fois que je vais faire une action
sur mon téléphone. Je vais faire une mise à jour de ce twin. Donc je dis au twin allume l'ampoule, grosso modo. Donc le twin s'allume et il y a une réconciliation entre l'état de l'ampoule et l'état du twin. Donc son état est renvoyé à l'ampoule, elle décide de s'allumer ou de s'éteindre. Donc, grosso modo, ça fonctionne de cette façon-là. Et ça, c'était mon slide suivant. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants, c'est comme l'application mobile, elle peut avoir des nouveaux objets qui arrivent. Il n'est pas question de rebalancer une nouvelle application mobile à chaque fois qu'il y a un nouveau type d'ampoule. Et donc pareil, le Twin permet de décrire les fonctionnalités de l'ampoule et la UI de l'appli est capable de s'adapter en fonction de cette définition-là. Donc si je fais une petite synthèse de ce que je vous ai présenté, cette ampoule, qui a 40 lignes de code pour faire la partie en haut qui est l'éclairage, en fait en dessous elle doit gérer du Wi-Fi, du MQTT, des FOTA, du pairing, des bundles de certificats, des clés symétriques et asymétriques, du Bluetooth pour faire un hub ou un bridge avec le monde IP, des gestions multibanques, de la signature de firmware, des secure boot, un HSM, de l'encryption flash et ainsi de suite. Et donc en fait derrière les 40 lignes de code, il y a sans doute à peu près 400, 500 000 lignes de code qui font que nos 2 mégas de flash sont largement remplis. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Des questions? Super, je commence dans le mauvais sens. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si tu as dit au départ la marque de l'ampoule. Je ne révélerai pas la marque de l'ampoule. D'accord. Je peux juste dire que c'est pas celle-là. Celle-là est une Zigbee de marque IKEA. Oui, bonjour, je ne suis pas complètement au fait du CRA et de nouvelles réglementations, mais d'après ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'on est obligé de rajouter de la connectivité Internet et donc de la surface d'attaque à des objets qui sont potentiellement juste, je sais pas, une enceinte Bluetooth ou un casque Bluetooth qui ne sont pas censés être directement connectés. Alors, tu peux faire les mises à jour, tu peux éventuellement me dire je vais faire la mise à jour via Bluetooth et le téléphone, ce qui est un peu... Je pense que ça respecte la réglementation, mais enfin, tu sais que les gens font jamais les mises à jour. Donc en même temps, c'est un peu emmerdant. Mais ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que globalement, nous on se pose la question quand il y a des clients qui viennent avec des périphériques qui n'auraient pas forcément besoin d'être connectés à Internet, mais comme il y a des obligations de mise à jour, ils deviennent indirectement connectés à Internet, et donc tout le cadre de la CRA s'impose. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations comme ça, où on rajoute énormément de complexité liée au cadre réglementaire. Et on a à l'opposé d'autres clients qui disent « Ouais, je veux surtout pas de Bluetooth et autres parce que du coup, je veux pas rentrer dans le cadre et mon truc, je le mettrai jamais à jour. Et parce que sinon, je mets la main dedans et ça m'embarque tout le bras. » Ouais. Salut Paul, merci beaucoup. Moi, je suis vachement content de voir que c'est beaucoup plus sécurisé qu'il y a 10 ans quand je jouais avec les ampoules. Il y a un truc qui était par contre troué il y a 10 ans et je ne sais pas si tu as pu voir si ça a évolué, c'était le Zigbee, où les master keys étaient envoyés en clair lors du pairing, alors que le Diffie-Hellman était déjà présent et je ne sais pas si tu as pu jouer avec ça du coup et voir si ça a bougé. Alors, j'ai pas joué avec ça, donc je te dirai pas ce qu'il en est aujourd'hui. Clairement, le périmètre IoT a énormément évolué. Après, tout le problème qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est que quand tu dis qu'il faut maintenir un système pendant 10 ans en mettant des mises à jour à chaque fois qu'il y a une CVE, derrière, ça représente un coût de run important. Et donc la question, c'est en fait comment l'écosystème va absorber ces coûts de run. Par le passé, en fait, le truc, c'était de dire les coûts de run, on va les éliminer parce que finalement, c'est ce qui bouffe la marge. Et donc, on va pas faire de mise à jour. Et puis, on va pas trop investir non plus dans la sécu. Aujourd'hui, la loi, elle te dit, t'as pas le choix. Voilà, donc comment ça va se traduire derrière? Est-ce que ça va faire une augmentation des prix des objets? Est-ce que ça va faire de l'obsolescence programmée? Est-ce que les gens vont pas respecter la réglementation? Est-ce que les boîtes vont couler sous le coup de la sécurité? Aujourd'hui, je sais pas le dire. En tout cas, ce que tu décris en termes de master key qui sont passés en clair, ainsi de suite, ça, c'est pas RED compliant. Donc logiquement, aujourd'hui, un produit qui fait ça, il est interdit de le distribuer sur le sol européen. Voilà. En pratique, le législateur, il est quand même assez cool là-dessus. Parce que ça vient de démarrer, mais logiquement, dans quelques années, le législateur devrait être pas cool du tout là-dessus. Voilà. Faut-il qu'il soit au courant? Pardon? Faut-il qu'il soit au courant? Ouais, alors après, si toi tu fabriques des produits qui respectent la réglementation, rien ne t'empêchera de dénoncer ton concurrent.
Je pense que pour moi, le souci, plus que j'ai vu actuellement, parce qu'on parle énormément de maturité, c'est quand je discute avec des fabricants chinois, que je connais assez bien, donc voilà, qui n'ont pas de raison de me raconter pour toi, je dis, ouais, la RED chez vous, ça s'est passé comment? Parce que c'est quand même un truc qui est tombé, c'est une législation européenne, ils sont sur des marchés mondiaux, et ainsi de suite. Ils me disent, ah ouais, la RED, on a entendu parler. Bon, écoute, ça s'est bien passé. Comme d'hab, on a envoyé au gars qui fait le truc, on lui a donné, ça nous a coûté 1000 balles, et voilà, c'est bon, on a le tampon, quoi. Je fais, mais t'as pas de plan de test, t'as pas de résultat de test, de quoi? Et donc, si tu veux, tu te dis, je pense qu'il va falloir quand même un petit moment pour que l'écosystème s'adapte vraiment, parce que ceux qui fabriquent le matos, clairement, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas à quoi ça correspond et quels sont les enjeux derrière. Voilà. Après, je doute pas que ceux-là ils font plutôt du bon matos, donc peut-être que ça a été testé et passé, mais quand le fabricant de l'objet n'est pas au courant du test qui a été réalisé derrière, je me dis quand même que le truc est un peu light. Ok, t'as cut 3-4 questions. Excuse-moi. Pierre, t'avais une question? Pardon. Bonjour, merci déjà parce que c'était hyper intéressant. On a pas mal d'ampoules maintenant qui s'allument et qui s'éteignent, mais qui font aussi des couleurs, des choses comme ça, donc qui vont avoir des états un petit peu différents. Si demain la boîte qui produit ça, elle est dans 5-6 ans, elle ferme, ils ferment leur cluster, ils ferment leur truc. Alors s'allumer, s'éteindre, ça fonctionnerait si on envoie un peu d'électricité ou c'est encore possible, le mode par défaut. Mais finalement, on perd toutes les fonctionnalités en plus, un peu, qui peuvent être un peu intéressantes sur ces ampoules-là. Ouais. Et si on aime monitorer un peu ce qui se passe dans notre réseau local, donc on fait un petit peu attention à tous ces objets qui envoient pas mal de trames et d'infos à l'extérieur, et qu'on bloque tout ça niveau firewall, pareil, on perd tout un tas de fonctionnalités. Ouais, complètement. T'es dépendant, c'est la question qui revient souvent, mais c'est si le fournisseur de l'ampoule il met la clé sous la porte ou décide d'arrêter le système, ton ampoule elle marche plus. Voilà. Donc elle marche plus, comme tu dis, hein, tu peux l'allumer, l'éteindre. Alors si elle était sur le rose pas flashy, elle va rester sur le rose flashy. Ça peut être un peu pénible aussi. Mais oui, t'es dépendant. T'es dépendant complètement de ton fournisseur. Parce que ça c'est la réglementation qui te dit. Le seul qui aura le droit de faire des mises à jour, c'est lui, donc tu ne peux même pas, toi, reflasher avec ton propre firmware pour en reprendre le contrôle. Oui, moi, j'avais eu le cas il y a de nombreuses années, j'avais une ampoule connectée en web, et quand j'ai viré le web, elle ne s'allumait plus, donc aux poubelles. Ouais. Moi, j'avais une question, alors c'est plus une question, c'est une remarque rigolote pour faire le lien avec la présentation de Pascal cet après-midi. Je suis assez choqué de voir qu'une ampoule n'est pas crypto-agile et que c'est de l'AES dans le fuse. Et donc, il n'y a pas d'algorithmes post-quantiques qui sont implémentés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une ampoule qui n'est pas quantum ready? On a encore un petit peu de temps, je crois, mais dans le fond, tu as plusieurs niveaux. Déjà, il y a beaucoup de chiffrement qui est symétrique. Donc ça, c'est très post-quantique. Donc ça se passe plutôt bien. Après, c'est plutôt sur les certificats que tu vas échanger avec le cloud pour t'authentifier. Dans le fond, tu peux mettre un certificat avec un algorithme qui est résistant au quantique derrière. Tu n'utiliseras pas forcément le hardware parce que lui, c'est les algos qui l'implémentent ne le sont pas. Mais par contre, tu peux très bien, dans ton software, avoir des algos qui supportent le post-quantique et qui vont fonctionner. Donc, je ne vois pas d'élément de blocage au sens où une mise à jour, si tu veux, permet de résoudre une grosse partie de la problématique. À mon sens. Il faudra que je discute avec Pascal pour être sûr, mais non, je pense que ça passe. Merci Pascal pour tes lumières. Bon appétit à tous. Rappelle la carte, du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser pour la borne. Il faut aller directement voir, du coup, les corners et de bien nous la ramener, s'il vous plaît. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci.